La guerre est arrivée en Russie. Le conflit n'est plus réservé au champ de bataille d'Ukraine, car un nombre croissant de drones et de missiles illumine désormais le ciel au-dessus de Moscou, Saint-Pétersbourg et d'autres villes et régions à travers l'immense territoire russe. Des endroits qui semblaient autrefois sûrs paraissent de plus en plus dangereux à chaque heure qui passe, alors que les incendies et les explosions deviennent des événements quotidiens, et que le Kremlin paie enfin le prix de son agression impitoyable. Le président russe, Vladimir Poutine, ne peut plus cacher la vérité. Mais cela ne l'a pas empêché d'essayer. Même maintenant, alors que des millions de Russes voient enfin de leurs propres yeux toute la violence et la fureur de la guerre, les responsables du Kremlin continuent de s'appuyer sur leurs tactiques classiques de mensonge, de dissimulation et de propagande, dans une tentative désespérée de contrôler la situation. Dans de nombreuses régions, les responsables ont reçu l'ordre, par exemple, de sévir contre les personnes qui osent prendre des photos ou des vidéos des attaques de drones ukrainiens et les partager en ligne. Cela a conduit à de nombreux cas d'arrestation et de poursuites contre des individus. La police russe a récemment publié une vidéo de l'une de ces personnes, une jeune femme de 19 ans, dont le nom n'a pas été révélé, originaire de la ville de Krasnodar. Elle faisait partie des nombreux témoins d'une récente attaque de drones ukrainiens contre un entrepôt appartenant au détaillant en ligne Wildberries, souvent appelé l'Amazon russe, qui représente plus de la moitié des ventes en ligne du pays. Voyant la fumée provenant de l'entrepôt remplir le ciel au-dessus d'elle, elle a allumé sa caméra et filmé la scène, mais a depuis été contrainte de présenter des excuses publiques. « J'admets ma faute, et je promets que cela ne se reproduira plus », a déclaré la femme dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux russes, alors que les autorités tentent d'intimider la population en général. La femme pourrait également être condamnée à une amende si elle est reconnue coupable d'avoir enfreint les règles concernant le tournage et la publication d'images d'attaques de drones. Et elle n'est certainement pas la seule dans ce cas. De nombreux autres Russes sont arrêtés et sont désormais accusés de trahison, simplement pour avoir pris des photos de leur ville natale attaquée. Ce n'est pas nouveau. Le Kremlin tente de restreindre la circulation de l'information sur la guerre depuis déjà plusieurs années. Déjà, en 2023, par exemple, lorsque les forces de Kiev ont commencé à mener des frappes contre des cibles russes dans la région occupée de Crimée, les autorités ont averti les habitants locaux de ne rien publier en ligne à propos des attaques. Ils ont soutenu que cela était dû au fait que les forces ukrainiennes pouvaient utiliser ces informations, y compris des photos et des vidéos, pour vérifier l'efficacité de leurs attaques ou planifier d'autres frappes. Oleg Krychkov, conseiller du chef russe du gouvernement de Crimée, a écrit en ligne « Votre amusement aide l'ennemi à localiser ses frappes ». Il y a peut-être une part de vérité là-dedans, et l'Ukraine a également lancé des avertissements et exhorté les gens à ne pas partager d'images et de vidéos des villes et villages visés par la Russie. Cependant, à mesure que la guerre a progressé, les autorités russes sont devenues de plus en plus extrêmes et agressives dans leurs efforts pour empêcher les gens de diffuser des images de raffineries en feu ou d'installations logistiques détruites par des drones ukrainiens. De nombreuses personnes ont été arrêtées et condamnées à une amende. En août 2025, par exemple, 3 jeunes Russes ont été arrêtés dans la ville balnéaire de Sotchi après avoir filmé un TikTok d'eux-mêmes devant un dépôt de pétrole en feu. L'un des 3 a écopé d'une amende de 30 000 roubles, soit plus de 300 $. Et à mesure que les attaques de l'Ukraine deviennent plus fréquentes et plus percutantes, la réglementation russe ne cesse de se durcir et de s'étendre. Des restrictions sur le tournage des frappes ont désormais été introduites dans environ 2/3 des régions du pays, selon les données du groupe russe de défense des droits de l'homme, département 1. En mai 2026, lorsque l'Ukraine a intensifié sa campagne de frappe en profondeur et a mené plusieurs attaques réussies dans la région de Moscou, la région de la capitale russe a également interdit la publication de toute photo ou vidéo montrant les conséquences de ce que les autorités ont qualifié d'attentats terroristes. Les responsables et les agences de maintien de l'ordre vont même jusqu'à menacer les membres du public de peines de prison pouvant aller jusqu'à 20 ans, pour avoir partagé des vidéos de systèmes de défense aérienne. Et un animateur de télévision particulièrement pro-Kremlin, Vladimir Solovyov, a déclaré dans son émission que tous ceux qui envoient de telles images doivent être jetés en prison. De plus, la Russie est prête à aller encore plus loin. Selon des rapports, le service fédéral de sécurité, le FSB, a entamé les premières étapes d'un plan visant à bloquer complètement l'accès à Telegram, l'un des réseaux sociaux et services de messagerie instantanée les plus populaires de toute la Russie. Le service de renseignement russe a accusé le fondateur de la plateforme, Pavel Durov, de faciliter le terrorisme, affirmant que Telegram n'a tout simplement pas fait assez pour supprimer les chaînes que l'Ukraine utilise pour coordonner ses attaques. Pour beaucoup, la vérité est évidente. Cela n'est pas fait uniquement pour des raisons militaires. Il ne s'agit pas seulement d'empêcher l'Ukraine d'accéder à des informations qui pourraient être utiles pour planifier d'autres attaques. Il s'agit de la suppression de la vérité. Il s'agit de dissimuler la dure réalité de la situation dans laquelle la Russie se trouve aujourd'hui. Il s'agit de Vladimir Poutine et de ses acolytes du Kremlin, qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour sauver la face, et empêcher le public russe de se rendre compte à quel point la situation s'est détériorée.
parce que les choses sont pires que jamais. Les problèmes de Vladimir Poutine se sont accumulés comme jamais auparavant, alors que le taux de perte de la Russie explose, que ses forces de première ligne peinent à conquérir ne serait-ce qu'un seul pied carré de terrain, et que ses régions intérieures continuent d'être dévastées par les armes ukrainiennes. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données, et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. Le prestige, l'héritage et l'image de force soigneusement construite du président russe sont en train de s'éroder. Et au lieu d'accepter et d'assumer ses erreurs, il continue de s'appuyer sur son vieux manuel de ruse trompeuse, en essayant de berner le peuple et en espérant qu'il ne remarquera pas ce qui se passe réellement. Comme l'explique l'ancien rédacteur de discours de Poutine, Abbas Galiamov, pour un large public, les images comptent bien plus que des... S'il n'y a pas d'image de cible en feu, il sera beaucoup plus facile de maintenir l'illusion que tout se passe comme prévu. Et c'est le principal message de Poutine. Le président compte aussi sur une autre stratégie bien connue pour garder le public de son côté, la propagande. Lors d'une récente rencontre avec le personnel de la marine pour célébrer la journée de la marine russe, par exemple, Poutine a de nouveau tenté de justifier son invasion de l'Ukraine et de présenter la Russie comme une victime de l'agression de l'OTAN, de l'Occident en général, et ce qu'il appelle à plusieurs reprises les forces nazies, en Ukraine même. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, et je voudrais le répéter encore une fois, nous n'avons commencé aucune guerre. Tout ce que nous avons fait, c'est répondre à l'action militaire et à la guerre déclenchée par le régime de Kiev, avec le soutien de l'Occident, contre ce qui était alors le sud-est de l'Ukraine, une région qui a toujours cherché à se rapprocher de la Russie. Il a ensuite suggéré que le public russe doit acquérir une compréhension encore plus profonde de ce que signifie la guerre, et pourquoi il ne devrait pas seulement la soutenir, mais aussi y participer activement. Je continue de penser que nous devons aussi imprégner l'esprit de notre société, de notre peuple, de l'importance de la cause que vous servez. Vous servez votre patrie. Qu'est-ce qui peut être plus important que cela ? On voit clairement ce que veut Poutine. Il veut que le public dirige sa colère, sa peur et sa frustration contre l'OTAN et l'Occident, plutôt que contre lui. Il veut qu'ils se sentent unis contre un ennemi commun, qu'ils attribuent la baisse de leur niveau de vie et la perte de leurs proches à Kiev, et non à Moscou. Il veut que le peuple russe croie que lui et eux sont du bon côté de l'histoire, et qu'ils doivent rester forts et soudés, même si la situation se détériore. En bref, il veut que le grand public reste docile et solidaire, afin qu'ils puissent continuer à faire tout ce qui a déjà rendu leur vie bien pire, isoler leur pays du reste du monde, et conduit des centaines de milliers de soldats à une mort prématurée. Il veut tout cela parce qu'il sait qu'il ne peut pas simplement continuer à injecter des milliers de milliards de roubles dans l'effort de guerre en espérant que tout finira par s'arranger. Il doit aussi garder le peuple de son côté et s'assurer que des dizaines de milliers de Russes restent prêts et capables d'enfiler leur uniforme et de partir au front pour continuer le combat lorsque ceux qui se sont engagés avant eux sont blessés ou tués. En fait, des rumeurs commencent à circuler selon lesquelles Poutine pourrait même préparer une nouvelle vague de mobilisation à Moscou et à Saint-Pétersbourg, obligeant des milliers d'habitants à partir combattre. Mais avant d'aller plus loin, si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir davantage, assurez-vous d'être abonné à l'émission militaire. Nous décryptons l'actualité de cette façon chaque semaine. Le 12 juin 2026, Poutine a signé un décret pour augmenter les effectifs des forces armées russes de plus de 7000 personnes. Le mois suivant, il est allé encore plus loin, en signant un autre décret pour ajouter 25 000 personnes supplémentaires à l'armée du pays, portant le total à 2 426 130 membres du personnel, dont 1 535 000 militaires.
De nombreux analystes militaires estiment qu'il s'agit des premières étapes vers une mobilisation possible, et il existe déjà des rapports faisant état de recruteurs russes arrachant brutalement des hommes dans la rue et les forçant à signer des contrats d'engagement militaire, alors que le Kremlin devient de plus en plus désespéré de reconstituer ses effectifs. Fin juillet, par exemple, le média indépendant russe 7/7 a partagé des rapports provenant du petit village de Bakhchmakovo, situé dans la région de Pentin. Selon le rapport de 7/7, qui cite des preuves vidéo d'un blogueur de Pentin nommé Stanislav Morozov, des recruteurs ont été aperçus durant les mois d'été en train de parcourir les rues à la recherche d'hommes valides et de les forcer à s'engager. Une femme a raconté à Morozov que son frère avait été traîné jusqu'au bureau de recrutement local, violemment battu, puis forcé de s'engager dans l'armée. D'autres habitants ont partagé des histoires similaires, ajoutant qu'il y a même eu des cas de mineurs, enlevés, battus, puis abandonnés dans les bois lorsque les recruteurs se rendaient compte qu'ils étaient trop jeunes pour signer des contrats. Les mêmes tactiques ont été observées ailleurs. Dans la petite localité de Podgornoï par exemple, un homme nommé Sergei Milkin a été sorti de force de chez lui et emmené dans un bâtiment administratif. Malgré ses problèmes cardiaques, il a été sommé de s'engager et rapidement envoyé sur la ligne de front. Quelques semaines plus tard, sa femme Olena a publié un message sur une page publique locale pour annoncer que son mari avait été tué. Ce sont précisément le genre d'histoire que Poutine veut étouffer. De toute évidence, il n'a aucun scrupule à traiter le peuple russe comme de la chair à canon, à violer leurs droits et à déchirer des familles pour alimenter sa machine de guerre insatiable. Mais il tient toujours à préserver son image de dirigeant sévère mais juste, digne de confiance et respecté par l'ensemble de la population. Il croit que les mensonges et la propagande suffiront à rendre cela possible, afin que, le moment venu pour une mobilisation massive, les gens acceptent volontiers leur convocation et abandonnent leur vie pour servir leur patrie. Mais le triste constat pour Poutine, c'est que ce genre de manœuvres, qui ont pu fonctionner pendant une grande partie de sa présidence, sont en train de perdre rapidement de leur efficacité. Un nombre croissant de Russes refusent de croire aux contes que leur président raconte sur le bon déroulement de la guerre, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Même si les autorités répriment la liberté d'expression des gens de différentes manières, le peuple n'est pas aveugle. Ils peuvent voir très clairement l'impact de la guerre, avec des millions de Russes ayant déjà perdu des amis, des membres de leur famille, des voisins, ou d'autres membres de leur communauté, à cause du conflit. Un nombre croissant de personnes est également exposé aux conséquences des drones ukrainiens, entendant les sirènes d'alerte aérienne, recevant des alertes sur leur téléphone, ou regardant littéralement par la fenêtre et voyant la fumée et les flammes remplir le ciel, provenant de raffineries voisines en feu. Une grande partie de la population a également souffert d'autres manières. Certains ont perdu leur entreprise, en raison des répercussions économiques de la guerre par exemple, ou ont vu leur niveau de vie chuter brusquement alors que les importations se tarissent, que les grandes marques quittent le marché russe, et que les prix des produits de tous les jours continuent d'augmenter. Le public russe n'a bien sûr pas souffert dans la même mesure que celui d'Ukraine, mais la guerre a touché leur vie et continue de le faire de manière de plus en plus dramatique. Et la réaction naturelle à tout cela est une montée de ressentiment, de peur, de colère et de frustration. Poutine veut que le public dirige ses émotions négatives au-delà des frontières de la Russie, mais de plus en plus de personnes refusent de suivre la ligne officielle. En fait, elle commence à se lever et à agir contre le régime. À Bakhchmakovo par exemple, des rapports révèlent que les habitants ont formé leur propre groupe de milices, visant à protéger les hommes locaux contre les recruteurs agressifs. On estime qu'environ 250 personnes se sont portées volontaires pour rejoindre le groupe. Certains y ont contribué financièrement, d'autres ont partagé des informations à ce sujet en ligne. Cependant, certains sont réellement descendus dans les rues, patrouillant dans la localité et montant la garde dans les villages voisins, pour s'assurer que les hommes rentrent chez eux, sans être capturés en chemin. La situation a même atteint le point où la police locale a menacé d'emprisonner tout le monde à moins que le groupe ne se dissolve. Ce n'est qu'un groupe dans un petit village russe, mais cela représente quelque chose de plus grand. C'est le signe de quelque chose auquel le Kremlin prêterait attention, un sentiment croissant de rébellion parmi la population russe. Les gens sont fatigués, ils sont complètement et totalement exaspérés par cette guerre. Ils en ont assez de voir leurs amis, maris, frères, fils et voisins envoyés se battre dans un conflit qui ne semble plus avoir de but clair, et qui, assurément, ne semble pas avoir de fin en vue. Ils veulent que cela se termine le plus vite possible, et au moins certains commencent à réaliser que la seule façon de contribuer à ce que cela arrive est de refuser d'obéir à ceux qui détiennent le pouvoir. Pour certains, comme ceux de Bakhchmakovo, cela signifie descendre dans la rue pour protéger leurs concitoyens. Pour d'autres, cela signifie quitter complètement la Russie, tant qu'ils le peuvent encore. Des rapports ont révélé par exemple qu'un grand nombre de Russes achètent des propriétés dans d'autres pays qui permettent encore à ceux qui possèdent un passeport russe de voyager librement. Comme l'Arménie. Plusieurs agents immobiliers basés dans la capitale arménienne, Erevan, ont révélé par exemple que la plupart de leurs nouveaux clients en ce moment sont des Russes cherchant à quitter leur pays d'origine. Certains ont comparé cette hausse d'activité à celle observée en 2022,
lorsque des centaines de milliers de Russes ont fui leur pays, soit pour éviter la mobilisation, soit en signe de protestation contre le régime de Poutine. En conséquence de cette hausse, les prix des loyers à Erevan ont augmenté d'environ 30% en seulement 3 mois, et devraient encore augmenter avant la fin de l'année. Les données du moteur de recherche russe Yandex révèlent que des expressions comme « appartement à Erevan » ont commencé à apparaître beaucoup plus fréquemment dans les recherches des utilisateurs à partir du printemps 2026. Par exemple, au cours d'une semaine en juillet, les recherches pour ce terme ont atteint 5200. C'est plus que les 5000 recherches enregistrées entre le 28 février et le 6 mars 2022, la première semaine de l'invasion russe de l'Ukraine. Les chaînes Telegram dédiées aux Russes cherchant un logement à Erevan ont également connu une forte augmentation d'activité, avec de nouvelles publications apparaissant chaque jour de la part de ceux qui viennent de franchir la frontière ou qui prévoient d'émigrer dans les mois à venir et souhaitent obtenir des conseils de personnes dans des situations similaires. Beaucoup de ces personnes ont probablement décidé d'agir en juillet, lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti que Poutine prévoyait d'envoyer jusqu'à 1 demi-million de Russes supplémentaires à la guerre. Poutine n'est pas prêt à arrêter cette guerre. Cependant, les services de renseignement rapportent qu'il se prépare à une mobilisation. Il veut renforcer la mobilisation, mais pas ouvertement, parce qu'il a peur de la société russe. Cependant, il le fera au début du mois d'octobre. La Russie doit organiser les élections à la Douma d'État en septembre, et beaucoup pensent que la mobilisation pourrait suivre peu après. Avec le taux de perte du Kremlin qui continue d'augmenter, il est facile de comprendre pourquoi Moscou est si désireux d'envoyer plus d'hommes sur la ligne de front. Mais la réaction du public en dit long. Le fait que tant de Russes fuient désormais massivement le pays, ou se battent activement avec les recruteurs, montre qu'une grande partie de la nation n'est plus disposée à se soumettre et à jouer le jeu du Kremlin. Donc si et quand Poutine décide d'aller de l'avant avec une mobilisation, il va probablement découvrir qu'il est bien plus difficile qu'il ne le pense de faire signer aux gens leur propre arrêt de mort. Au lieu de cela, il pourrait faire face à des actes de rébellion encore plus intenses et à une montée des appels à la démission, alors que de moins en moins de personnes sont prêtes à risquer leur propre vie, ou celle de leurs proches, pour soutenir sa campagne de conquête téméraire. Et ce n'est là qu'un des nombreux problèmes qui s'accumulent sur le bureau du président russe. Vous pouvez en apprendre davantage sur les défis impossibles qui attendent Poutine dans cette vidéo, qui explore certaines des raisons pour lesquelles il est peu probable qu'il accepte un véritable accord de paix. Sinon, pour avoir un aperçu d'autres camps, regardez cette vidéo qui montre comment l'Ukraine a défié les conventions pour créer une force aérienne unique en son genre, qui brise toutes les règles, mais qui ne cesse pourtant de se renforcer. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission militaire pour plus d'actualités de dernière minute et d'analyses que vous ne voudrez pas manquer.